ses amis plaisir, ses amis malais, ses amis la vie. Bâton que nan mon sac l'eau par coup. Eh bien mes amis, nous connaissons parole. Et parole la gagne de tous côtés. Radio Haïti nan malais, c'est raison ça qui fait que nous tablons vente solidarité, vente combit, toute émission qui fait plaisir que vous avez gagné comme souvenir si au cas que nous pas là. Amis camarades, nous en a coupé un coin pit coupeau. N'a pas réfléchi sur ça parce que Radio Haïti nan malais. Interactualité Magazine. Interactualité Magazine, actualité et perspectives chaque dimanche sur Radio Haïti. Bonsoir. Peut-on aujourd'hui tenter de jeter un coup d'œil sur le chemin parcouru depuis le début de l'année, même en sens inverse, et essayer de faire un bilan? Sur le plan culturel, s'entend, car sur les autres plans, je crois que la loi scélérate sur la presse ne nous le permet pas, du moins pas encore. Car, comme je le disais récemment, ce n'est pas le carcan de la loi qui importe, avec ses règlements de compte, mais les conditions politiques qui continuent d'entourer cette loi. Aussi sur le plan politique, sur le plan de la bataille économique, sur le plan de l'assistance externe, sur le plan des réformes possibles, sur le plan de l'actualité récente avec les divers incidents qui ont marqué notre vie et dont le télédiol s'est emparé, faute par la presse, de pouvoir relater par exemple certains affrontements entre hommes armés. Sur tous ces plans, ce sera donc le silence. Alors, il ne nous reste que le plan culturel, et nous verrons qu'il est d'importance. Depuis les décrets d'avril sur la censure, la vie culturelle haïtienne est morte. Plus de théâtre, malgré les velléités de quelques intellectuels du régime pour relancer le théâtre, ranimer cette vie. Mais le public boude, inquiet, et ne comprenant pas très bien ce qui se passe, il ne suit plus le mouvement. Nous en revenons lentement au Moyen-Âge. Toutes les manifestations culturelles qui auraient pu animer la vie intellectuelle de notre pays passent presque inaperçues. À preuve, ce passage de la troupe de ballet de Santo Domingo, dont quelques gesticulations au stadium n'ont pas déridé la monotonie de notre intelligentsia. Pourtant, l'on se souvient de la ferveur curieuse qui avait accueilli le passage de 3 intellectuels dominicains avec la série de conférences débats sur la culture de pays voisins, il y a quelques mois. La curiosité est toujours là pour ce qui se passe à l'Est. C'est la ferveur qui a disparu, suite au coup de frein brutal opéré par la censure, arrêt renforcé par l'action sauvage de ce commando de la mort, ce vendredi noir, qui, lui, a mis un terme à toute velléité de réunion culturelle pour une quelconque conférence, pour un quelconque débat. Plus de débats, plus de conférences, plus de réunions intellectuelles, plus de rassemblements culturels, plus de manifestations théâtrales, plus de spectacles. Terminé. Tout cela est bien fini. Et il faut que la jeunesse intelligente en prenne son parti. Justement, des jeunes angoissés se demandent, nous demandent, jusqu'où iront les actions répressives, les actions régressives de ces commandos. Dans les lettres que nous recevons, dans les salles de rédaction de la presse encore libre,
un mot revient de plus en plus et autour duquel on sent une interrogation. C'est le mot fascisme. Les hommes de 40 ans et plus qui ont vécu le grand bouleversement de la Seconde Guerre mondiale savent ce que recouvre d'horreur, de crimes, de sang versé, de spoliation, de deuil, de massacre, d'obscurantisme. Ce mot, fascisme, que ne comprennent pas les moins de 30 ans. Mais ces derniers, confusément, cherchent aujourd'hui à savoir et se mettent à interroger les livres, interroger les aînés, scruter les journaux d'époque pour comprendre un peu ce qui se passe, pour comprendre un peu ce qui peut arriver. Pendant que j'en ai encore le temps, et il faut faire vite, car l'heure approche peut-être du silence qui tombera comme une chape de plomb sur notre poste. Pendant ce temps qui nous reste, il faut tenter de jeter une lumière sur ce phénomène qui a envahi l'Europe des années 30 comme un chancre, comme un cancer, qui s'est étendu durant une décennie et dont la manifestation la plus monstrueuse, le nazisme allemand et le fascisme italien, n'a été extirpée qu'après une longue et cruelle guerre mondiale qui a embrasé la planète de 1939 à 1945. Les tout chargés de mort, c'est l'étendue au cou de nos corps, au-dessus un ciel sans espoir, ombre, gel, chaleur et puis noir, comme est loin le temps de l'amour, comme sont loin les femmes, les beaux jours, quand on part aux travaux forcés dans le petit matin par milliers. Pas besoin de connaître le mot d'ordre de faire chaud, soyez comme une bière. Reste un homme, camarade, reste un homme pour l'homme. Prends ta pioche et travaille sans jamais. Le travail, c'est la liberté. C'est en effet un 1er septembre 1939 que les hordes nazies s'élancèrent à l'assaut de l'Europe. Première victime, la Pologne. Il y a donc 40 ans. Il y a 40 ans que les hordes brunes, les SS, les SA, les chemises noires italiennes se lançaient à l'assaut de la civilisation occidentale. 40 ans après, faisons donc non un bilan, mais faisons donc un coup de sonde pour comprendre ce phénomène, pour comprendre ce monstre qui a envahi l'Europe en septembre 1939, après avoir envahi l'Allemagne et l'Italie aux alentours des années 30. Si l'Europe a pu extirper le nazisme allemand et le fascisme italien après la guerre 39-45, il est resté des séquelles du fascisme en Espagne, au Portugal, en Grèce. Le fascisme a en effet survécu jusqu'à très récemment, comme nous le savons. Entre-temps, cette maladie politique du monde industrialisé qu'est la vieille Europe s'est étendue au tiers-monde, devenant ainsi au passage, dans certains pays, fascisme de sous-développés, comme nous l'avons connu près de nous avec le trouillisme et le somozisme, avec un certain projet hypocrite de pseudo-développement, ou ailleurs, fascisme sous-développé lui-même, et tendant à contre-courant de se ranimer grâce à la corruption, au crime, et peut-être aussi surtout grâce à l'assistance externe, comme au Chili par exemple. Mais ce fascisme de pays sous-développés, qu'il soit sanguin comme chez Trujillo ou Somoza, ou sous-développé lui-même, est une forme bâtarde, certes, mais rattachée de près ou de loin au fascisme originel qui a fleuri en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Grèce, aux alentours des années 30, car on y trouve plus ou moins les mêmes éléments constitutifs que nous allons tenter aujourd'hui de dégager pour vous, pour que vous puissiez, car je ne saurais le faire ici, effectuer les analogies qui vous sembleraient alors évidentes. Fondamentalement,
le fascisme a surgi vers les années 30 en Europe, lorsque le capitalisme a fait face à une crise économique sans précédent dans son histoire. Crise dont on a célébré, si l'on peut dire, le 50e anniversaire il y a justement quelques jours, le grand krach de Wall Street. Le fascisme a surgi alors comme ultime recours des classes possédantes face à la montée du socialisme russe qui venait 15 ans auparavant, en 1917, de prendre le pouvoir à Moscou et de fonder l'URSS. Dans le désarroi qui a suivi la Première Guerre mondiale, 14-18, les masses européennes, en général, les peuples allemands et italiens en particulier, défaits et désemparés, étaient, selon les bourgeoisies d'alors, la proie rêvée pour une subversion soviétique. Effectivement, avait éclaté en Allemagne la révolution spartakiste, en Hongrie la révolution de Béla Kun, et en Autriche aussi, des révolutions sur le modèle russe qui avaient littéralement terrorisé les élites possédantes européennes. Celles-ci se sont alors vues forcées de céder la place ou de s'ouvrir à de nouvelles équipes dirigeantes, issues des classes moyennes, qui avaient des comptes à régler avec les anciennes aristocraties de sang ou les anciennes aristocraties d'argent, responsables, selon ces couches moyennes, petites bourgeoises, d'une gestion malsaine, inintelligente, réactionnaire, pourrie de la chose publique. Il y a donc à l'origine, dans le phénomène du fascisme européen, tout d'abord une nécessité de canaliser, de caporaliser les revendications populaires en période de crise économique ou en situation de sous-développement économique, de sorte que ces pulsions venues du fond du peuple ne mettent pas en danger le système ou les privilèges des possédants. Ceux-ci sont forcés d'accepter des alliés plus dynamiques, moins scrupuleux dans le choix des moyens, et se disant par leur origine plus représentatifs d'une certaine idée qu'ils se font eux-mêmes des masses. Cette identification entre les petits bourgeois fascistes ou nazis et le peuple allemand s'est faite sur la question juive, autrement dit, le problème racial. Il faut savoir, pour comprendre cette identification, pour comprendre cette mystification, que l'Allemagne des années 30 était aux mains d'une classe de possédants aux origines ethniques diverses, mais dont les deux composantes principales, l'aristocratie blanche, aryenne, et la bourgeoisie juive, se livraient depuis des années une lutte sourde, feutrée, mais par moments acharnée. L'opération nazie consistait à dire que tous les malheurs du peuple allemand venaient de la trahison, de la veulerie, de l'incompétence, de l'anti-germanisme des Juifs, qui composaient la bourgeoisie, la classe possédante allemande. La solution proposée par les nazis, favoriser la prise du pouvoir par des éléments réellement, authentiquement allemands, ariens, pour éliminer les Juifs de la vie germanique qu'ils étaient accusés d'avoir corrompu, d'avoir avili par leur sous-civilisation, leur sous-culture. Un problème économique, la crise de l'industrie, faisant suite à la défaite allemande de 1918, trouve ainsi une solution raciale, ethnique, l'élimination des Juifs. Ceci est l'aspect nationaliste du nazisme allemand, aspect qui a permis à l'idéologie fasciste de soulever une grande majorité du peuple allemand, de réaliser une unité factice, apparente, mais rendue réelle par la propagande idéologique entre des couches aussi antagonistes que la vieille aristocratie prussienne, féodale et terrienne, et les industriels de la Ruhr d'un côté, et de l'autre, les possédants en général, et la petite bourgeoisie des villes, les masses ouvrières et paysannes enfin. Union factice sur le thème de la race allemande opprimée, séculairement par les Juifs, union qui masquait les contradictions économiques réelles entre les diverses classes sociales de la nation allemande. Mais il y avait un autre aspect, l'aspect socialisme, que semblait aussi véhiculer le nazisme. Nazisme, disons-le, c'est un mot venant de la contraction germanique entre le mot national et le mot socialistische. Le parti nazi était donc national-socialiste, ce qui voulait dire que ces théories économiques adoptaient une certaine forme de partage du gâteau
entre de plus larges couches de la population. Tous les fascismes ont la prétention, tous les fascismes parlent de meilleure répartition du gâteau. Là-bas, le socialisme était à la mode en 1930. On parlait de socialisme à l'époque à cause de la présence de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Eh bien, dans le tiers-monde, le développement aujourd'hui est à la mode. Le fascisme sous-développé se gargarise de développement. Tel est le fondement analogique de cette méthode de gestion des affaires de l'État qui, résumons-nous, fait appel à des élites issues des classes moyennes avec une idéologie de classe moyenne pour ouvrir et forcer l'ouverture politique des anciennes élites sur une base de cohésion raciale mystificatrice avec des méthodes autoritaires, totalitaires de gouvernement. Car c'est aussi là qu'existent certaines ressemblances entre tous les fascismes. Dans les méthodes appliquées, pour caporaliser les masses populaires, tenter de les enregimenter, faire taire par la force brutale de commandos semant la mort toutes les voix discordantes, n'oublions pas que le mot d'ordre nazi, la force prime le droit, était affiché au fronton des édifices du Parti national-socialiste. La force prime le droit. Réaliser ainsi au sommet, avec le consensus d'une base terrorisée, un partage des tâches entre une élite économique vouée à la production industrielle et une élite politique tirée de la classe moyenne, dont l'autorité ne serait contestée par personne, car elle s'appuierait strictement sur la force brutale. D'où l'impérieuse nécessité d'établir une organisation politique, le parti unique, le parti nazi, ou aussi les milices, SS, SA, structurées autour d'une police politique, la Gestapo, avec des sections de choc appelées SD, Sickendienst, de sorte qu'un seul discours, une seule propagande serait possible, celle du pouvoir. Avec une conséquence fondamentale qui nous ramène à notre propos initial, la suppression de toute forme d'expression culturelle, le bâillon sur la culture. Göring, l'un des grands chefs nazis, ne disait-il pas, et je cite, « Quand j'entends prononcer le mot culture, je tire immédiatement mon pistolet. » Il ne faut donc pas s'étonner si le fascisme est défini comme une fleur vénéneuse, surgissant et croissant dans un paysage culturel totalement désertique. Il ne faut pas s'étonner si les hommes de culture comme Thomas Mann, le grand romancier allemand, Albert Einstein, le grand physicien autrichien, Bertolt Brecht, le grand dramaturge berlinois, aient fui l'Allemagne nazie. Il ne faut pas s'étonner si depuis 1933, date de l'arrivée de Hitler au pouvoir, la culture allemande ait été tuée dans l'œuf. Plus de cinéma allemand, plus de théâtre allemand, plus de peinture allemande. Cette culture n'a pu refleurir, et encore combien péniblement, qu'à partir de 1945, après la victoire des démocraties occidentales et soviétiques et la mort d'Hitler. Le cinéma allemand, l'un des plus brillants d'Europe avant 1933, avec Murnau, Pabst, Stroheim, l'école de l'expressionnisme, le cinéma allemand ne s'est jamais remis de ce bâillon sanglant imposé sur la culture allemande par le nazisme. Il est important de souligner ici un de ces aspects fondamentaux du nazisme, matrice de tous les fascismes du monde, la caporalisation et ensuite l'assassinat de la culture nationale. Lorsque les commandos SS, lorsque les brigades de choc SA, lorsque les équipes miliciennes, gestapistes et SD pénétrèrent brutalement dans les studios de cinéma de Berlin, dans les stations de radio de Stuttgart pour briser le matériel, ou dans les théâtres de Munich, ou les salles de conférence de Hambourg pour matraquer conférenciers et spectateurs, les intellectuels allemands ont bien senti le message envoyé par le fascisme. La parole cessait d'être libre et la culture était assassinée. Résultat, la culture allemande a fleuri ailleurs, aux USA, en URSS, en France, dans la diaspora antifasciste allemande, de même
que la vraie culture dominicaine a fleuri sous Trujillo aux États-Unis, au Venezuela ou au Mexique, de même que la vraie culture nicaraguayenne a fleuri sous Somoza au Costa Rica, aux États-Unis, au Mexique, etc. Il faut bien comprendre cette irréductibilité entre fascisme et culture. Il se peut que durant un certain temps, il existe une certaine coexistence entre quelques pulsions fascistes d'une société où l'expression culturelle soit tolérée. Mais dès que le danger menace ces pulsions fascistes, dès que ces groupes fascistes éprouvent le besoin d'envahir le paysage politique et social pour assurer le maintien de leur pouvoir, alors ils se tournent en priorité vers les manifestations culturelles, qu'il s'agit à tout prix et au prix de la force brutale, nue, sauvage et aveugle, et disons le mot stupide, qu'il s'agit à tout prix de briser. Tel est le premier bilan du fascisme allemand. Briser les hommes de culture, assassiner la culture nationale. Parme-les tout chargés de mort, serrés tendus autour de nos corps, au-dessus un ciel sans espoir, homogène, chaleur et puis noir, comme est loin le temps de l'amour, comme sont loin les femmes, les beaux jours, quand on part aux travaux forcés dans le petit matin familier. Pas besoin de connaître le mot d'ordre de faire chaud, soyez comme une pierre. Est un homme camarade, est un homme pour l'homme, prends ta pioche et travaille sans jamais. Le travail c'est la liberté, le travail c'est la liberté. Le travail dans la joie, tel était le slogan inscrit par les SS au fronton des camps de concentration qui ont fleuri entre 1939 et 1945 sur toute l'Europe occupée par les nazis. Deuxième bilan du fascisme allemand, la floraison des camps de la mort. Dachau, Ravensbrück, Mauthausen, Auschwitz et tant d'autres, tels sont les noms sinistres qui résonnent dans la mémoire des hommes quand on parle de l'Holocauste, quand on parle de 6 millions d'hommes, 6 millions de juifs qui ont péri dans ces camps nazis. Ce texte et d'autres sur le nazisme, je les ai tirés d'un livre, Le national-socialisme en Allemagne, 1933-1945, écrit par Herbert Mau et Krausnick et publié chez Casterman. Année tournante, national-socialisme. Tant d'années ont passé depuis l'effondrement du Troisième Reich, bien qu'il ait imposé sa loi sur l'Allemagne et une partie de l'Europe pendant 12 ans. Il est à l'origine de bouleversements dont tous les pays européens n'ont pas fini de mesurer les conséquences. Comment les nazis ont-ils pris le pouvoir? Que fut exactement la révolution nationale socialiste? Comment les dirigeants allemands construisirent le Grand Reich? Préparèrent-ils et conduisirent-ils la Deuxième Guerre mondiale? Ce livre, réalisé par 3 éminents historiens, 2 Allemands et 1 Français, en répondant à ces questions, retrace et analyse ces événements. Par la clarté de l'exposition et de la présentation des faits, il est l'instrument indispensable à tous ceux qui s'interrogent sur le récent passé de l'Allemagne. Ce livre, Le national-socialisme en Allemagne, 1933-1945, nous permet donc de faire le point de ce chancre, le nazisme, le fascisme, qui avait promis, comme le disait Adolf Hitler, « Je vous promets un Reich de 1000 ans ». Et oui, la prétention et le rêve de tous ces satrapes qui s'imaginent posséder ainsi un pouvoir pour 1000 ans. Dans ce livre, Le national-socialisme en Allemagne, on en arrive justement à l'un des bilans du nazisme, les camps de la mort. Un aspect du national-socialisme en guerre, c'est le fait qu'il ait mis des détenus des camps de concentration à la disposition de l'industrie allemande,
mais aussi à la disposition de médecins nazis pour des expériences médicales extrêmement secrètes. Hitler et Himmler se référaient à ce propos au bien de l'État, à une sorte de justice compensatrice qui, étant donné les lourdes charges qui pesaient sur le peuple allemand durant la guerre, exigeait du criminel qui mérite la mort et de celui qui porte préjudice à la société qu'il fournisse une contribution à ce bien général. D'autant plus qu'Himmler qualifiait de coupables de haute trahison et traîtres envers leur patrie les adversaires de ces expériences sur l'homme, et que, soutenu par la position particulière de la SS, il favorisait activement l'emploi de méthodes qui séquence de médecins à déterminer de telle sorte qu'après un très minutieux bilan critique, ils puissent pratiquer l'euthanasie sur des malades incurables selon toute vraisemblance. C'est ainsi que, à l'intérieur des camps de la mort, s'organisèrent des expériences scientifiques qui permirent à la médecine allemande de disposer d'une masse de cobayes humains à toutes fins utiles. Le programme biologique des dirigeants nazis visait à l'extermination des êtres qui ne sont pas dignes de vivre, des bouches inutiles, ce qui apporterait certains avantages secondaires, libération de logements et de personnel hospitalier au profit de l'économie de guerre. À l'intérieur des camps de la mort devenait scientifique. Les camps de la mort, il faudrait peut-être y jeter un coup d'œil, grâce à un document exceptionnel, bouleversant, un album de disques, poèmes et chants concentrationnaires. Moloudji, Isabelle Aubray, Michel Bouquet, Robert Hirsch, Liliane Patrick, Madeleine Robinson, Delphine Seyrig se sont souvenus de leur passage dans ces camps et ont récolté les témoignages de ceux qui y vécurent, de ceux qui en ont réchappé. On les reconnaissait à ce tatouage sur l'avant-bras gauche, un numéro matricule tatoué par les SS et qui permettait de reconnaître les éléments de ce bétail humain. Qu'étaient-ils, ces hommes? Ce que nous sommes est un témoignage de Maurice Hanel par Robert Hirsch. Voici ce que nous sommes. Des os, des trous d'ombre, des plantes sans surprise, des pieds hagards, des bouches molles, des yeux sans voir, des jeunes et des vieux numéros, des têtes sans cheveux, des têtes molles, des coups sans couilles, des manches la terre, des mœurs partout, sous les lits, à la pelle au chantier, sous les talons, sous les coups de l'infirmier, sous la pluie, sous les balles, sous le soleil, sous la lune, sous les souvenirs, sous toutes les plateformes de la vie. Nous sommes cela. Nous, des hommes comme vous. Nous sommes cela, des hommes porteurs de briques, purement anatomiques. Il y avait dans ce camp un médecin SS de sinistre mémoire et qui malheureusement existe toujours, et qui s'appelle Joseph Mengele, qui était très beau. Et lui avait des manies. Il faisait des expériences, ce qui est normal pour un homme de science. À un moment donné, il a eu envie de faire des expériences sur des nains. Il a fait sortir de tous les convois des nains et des naines. Il les a fait habiller. Bon, il n'y avait pas de vêtements, naturellement, pour eux. Alors il a formé toute une compagnie de gens, de femmes, qui faisaient des vêtements pour les nains. Il les a couverts de bijoux, d'or, de diamants. Et il a inventé de leur faire donner un concert. Alors il a fait construire un amphithéâtre. Il était assis au milieu de tous ces nains, il y en avait au moins 40. Et nous jouions sur une estrade. Nous jouions des opérettes, nous jouions du Franz Lehár, nous jouions des danses de Brahms. Et les nains applaudissaient. Ils avaient l'air très heureux, les nains. Et lui, assis, majestueux au milieu de tout ça, avait un sourire très, très incompréhensible. Après le concert, qui avait duré au moins 1 heure, il est sorti et il est allé gazer les nains. Car nous le savons, au centre de chaque camp de concentration, il y avait la chambre à gaz. Et à côté de la chambre à gaz, le crématorium, le four crématoire. Dans la chambre à gaz passèrent ces milliers, ces milliers, ces millions d'êtres humains prévus par Hitler
dans sa solution finale de la question juive. Et cette fumée qui s'échappait lourde, lourde, lourde des cheminées du crématorium signalait à des kilomètres à la ronde que la chair humaine grillait, grillait, grillait. Mais les camps de concentration ne mettaient pas un terme à la vie humaine seulement dans les chambres à gaz et dans les crématoriums. Les camps de concentration, c'étaient les camps de la mort, où les vivants étaient déjà des morts. Squelette, squelette, où vas-tu? Que fais-tu? Tu déambules, clopinant, pédicule, oscillant d'une jambe sur l'autre, te cambrant pour remplacer l'action de tes muscles disparus, cherchant à chaque instant à rattraper ton équilibre. Les bras tendus en balancier, en cherchant un appui. Tête ballante, sexe ballant. Squelette, squelette, où vas-tu? Tu es nu. Tu crois bien, en entrant ici, toucher au port, au repos. Mais le capot est encore derrière toi, à te houspiller. Schnell, schnell, et te rudoie. Un rictus déforme tes traits, tes yeux grands ouverts, étonnamment béants, ont des pupilles démesurées. À quoi penses-tu? Tu penses à ta femme dodue, à sa robe de toile empesée et brodée, à tes enfants aux cheveux de lin. Allons, avance encore un peu. Tu songes à ta noce bruyante, aux violons et aux accordéons, au cortège joyeux dans les champs de blé. Tu tombes, relève-toi. Et plus vite que cela. Tu revois les filles aux longues nattes et entends leur rire le soir dans les granges. Debout, allons. Tiens, voilà le capot qui lève son bâton. Tu penses à la nuit qui suivit, au lit où l'on s'enfonce, et tiens, tu souris. Tiens, tu es mort. Barbelés tout chargés de mort, serrés tendus autour de nos corps, au-dessus un ciel sans espoir, ombre, gel, chaleur et puis noir, comme est loin le temps de l'amour. 1939, 1979, le fascisme en question aurait eu 40 ans. Pas besoin de connaître le mot d'ordre de ta chose, sois dur comme une pierre, reste un homme camarade, reste un homme pour l'homme. Arrivés en nos salles de réception, de dizaines, de centaines d'auditeurs venus acheter leurs cassettes, venus placer la commande de programmes qu'ils ont choisis parmi les dizaines, les centaines d'émissions préparées depuis quelques années par notre station. Entre autres, un nom revenait sur toutes les lèvres, celui de l'émission consacrée par Richard l'an dernier à la Noël. La Noël contestataire, avec ses poèmes français et créoles présentés par Richard, compère Philo et Lionel Trouillot. Lionel Trouillot, dont le premier poème, dit par Richard justement, retiendra notre attention rétrospective. Un chien aboie. Un chien maigre qui traverse la nuit. Il fallait bien commencer par quelque chose, alors autant ce chien qui aboie. Un chien maigre qui traverse la nuit. Tout seul, perdu dans les éclaboussures du vide. Et puis, merde, le chien n'a rien à voir avec ce que j'ai à dire. C'est qu'il y a bien longtemps que nous avons perdu l'habitude de la parole, depuis que le mal fait corps à la racine, depuis le temps des mascarades et le royaume des abattoirs. Le bois s'est fait cercueil et le chant litanie.
pays perdu de bougies noires. La mer s'est faite larme, et le poignard prolonge la main aux doigts coupés, la main d'infirme du silence, la main serrée dans l'étreinte de mort, taillée à même le sang, l'horreur et les fissures. La radio a dit que quelque part, des gens se sont tirés dessus. La radio a dit que le soleil se couchera tôt. La radio a dit... Et puis, merde, la radio n'a rien à voir avec ce que j'ai à dire. Phonographe désuet d'un air de fausse joie. Il faut des mots à contretemps, des paroles différentes des Ave Maria et des saluts militaires. Ave Maria des bordels de Carrefour, Ave Maria d'une église de campagne, Ave la Maria, mère de 17 enfants dont le mari est parti, en Dominicanie, couper la canne salée des autres. Un chien aboie, comme si de rien n'était. Citoyen, dors tranquille dans ton sommeil de mort. Le remous de la nuit fait des plis à mon front. Un verre s'est brisé au carrefour de ma face mûre de clairin, composé de linge blasé à grands coups de rivière et de mon trop-plein d'amour morte. Soleil à 5 cobs le rayon, vomissure de lune, lèvres blessées, fleurs mauves. Les fleurs ont pris le deuil au souvenir du poète. Et puis merde, le poète n'a rien à voir avec ce que j'ai à dire. Il faut des mots, des paroles comme une force vive. Il faut miser 22 ce soir à la Borlette et danser le pétro au revenir du rêve imaginaire châtré d'enfants bien mis et bien élevés, sexes en carton bouilli. Il faut des mots, des paroles comme une force vive qui n'ont pas appris à parler français et marcher gentiment leurs pas de fonctionnaires. Des mots en rouge à fleurs pour dire que c'est Noël, afin que le jour qui se lève ne soit pas maigre comme un clou crachant au grand chemin une toux de poitrinaire, comme si la vie n'est autre qu'un tire-bouchon, un Comberland toujours découvert, un Raleigh-Maninvini sans pied ni tête. Noël, ça veut pas dire grand-chose, depuis que l'amour se vend et se rachète au comptoir des bordels, dans les vitrines de magasins, dans les contrats civils et les caresses métalliques, dans les romans feuilletons qui font battre à demi-mesure le cœur studieux et anonyme d'un uniforme de collégienne. Ça veut pas dire grand-chose, Noël. La radio a dit que quelque part, des gens n'arrêtent pas de se tirer dessus. La radio a dit qu'on n'en finira pas de compter tous les morts. La peur en fera l'inventaire. Et je n'ai pas de mots pour dire Noël. Qui sait les mots? Depuis l'interdiction du rêve, le soleil a fait bande à part dans une cellule de pénitencier. Cruche cassée, semelle déchirée, misère amidonnée. La parole se vend au rabais dans une bac du marché en bas. La parole s'est faite marchandise. Vous n'avez qu'à signer un chèque. 20 $ la chaussure et 3 piastres l'étreinte. 5 gourdes l'écaille, de poisson ou d'étoile. La parole s'est faite marchandise. Prix total et revenu par tête, en gros ou en détail. La parole s'est faite usurière depuis qu'elle prête à l'intérêt. L'indépendance, à condition qu'elle soit francophone. La mer des Caraïbes, à condition que les touristes en profitent. À bon marché. À bon marché. C'est important. And speak English. La parole est mise aux enchères. Vendus à la criée, nos contes et nos proverbes. Le capital fait bonne affaire dans l'embarras des yeux défaits. Il faut des mots pour rompre le contrat. La radio a dit que quelque part, ils ont mis le soleil sous forme de comprimé. Soleil coincé entre deux marches, un soleil de boîte à sardines, enfance ensanglantée de regrets, de silence, de lagots cachés, enfance agenouillée des prières du matin, Père Noël de mes amours mortes, Père Noël de mes fesses nègres. Fumée maladroite des premières cigarettes, devoir de français, sans créolisme s'il vous plaît. Le directeur a mis son costume gabardine. Le directeur est très content. Le directeur fait son travail. L'apprentissage des interdits et les retenues du vendredi. Et puis, merde. Le temps viendra pour nous de coucher sur la place. Le temps viendra pour nous de compter les étoiles. Les arcs-en-ciel en plein midi viendront danser le Yanvalou et ils entreront sans frapper. Le bon vieux fleuve Artibonite retrouvera la chaleur de son rire. Il faut des mots. 7 cordes pour une guitare.
Nous trisserons un ruban vert, plus long que tous les boulevards Jean-Jacques Dessalines. Un chien aboie. Un chien maigre qui traverse la nuit. Un chien lève la jambe pour pisser, face au seul miroir de son ombre. L'un plus sage et plus fou que l'autre. Chien perdu dans la nuit, comme un Auchan à n'importe quel pays, comme un salut à n'importe quel Noël. Et puis, merde, le chien n'a rien à voir, mais rien avec ce que j'ai à dire. Cela aurait pu être un poème de Richard Brisson. Pourquoi? Mais parce que Richard Brisson, quand il dit un poème qu'il aime, il le dit comme s'il l'avait lui-même écrit. Mais il écrit aussi des poèmes, et les poèmes de Richard Brisson ont été mis sur disque récemment. L'occasion pour nous de présenter ce soir les poèmes de Richard. Lisons tout de suite, comme il se doit, la notice qui accompagne l'album, né à Port-au-Prince le 2 mars 1951. Tiens, Richard, mais tu es un gosse. Vous étiez mon aïe. Ses débuts au théâtre datent de 1972, lorsqu'il participa avec François Latour à la création du Théâtre national d'Haïti, le TNH. Son talent de comédien s'affirma dans les rôles de Poix tel le marchand dans L'exception et la règle de Bertolt Brecht, ou Solange dans Les Bonnes de Jean Genet, sans oublier sa création de l'archevêque du Cap dans la pièce de René Philoctète, Monsieur de Watté, et puis bien sûr son inoubliable adaptation du Journal d'un fou de Nicolas Gogol. En tout, une bonne dizaine de rôles, aussi réussis les uns que les autres. Parallèlement, Richard Brisson, depuis novembre 71, mène une carrière à la radio. Tiens, à quelle radio, Richard? Où animation culturelle et journalisme se rejoignent. Richard a publié Poémon en novembre 73, préfacé par Léon Lalo, Phrase en avril 75. Il a en outre organisé nombre de spectacles de variété, Show pourri 76, Musicorama 78. En 77, tu ne t'es pas produit, Richard? En 77, oui, mais pas ici. Ah, à l'époque, il se baladait dans la diaspora. Richard Brisson, un disque de poèmes, c'est d'abord une forme de striptease. Oui? Non? Un disque de poème, oui. Je dirais oui pour un disque de poème, une forme de striptease, si tu veux se déshabiller et se présenter à nu pour les auditeurs. Mais ici, je dirais non, parce que nous n'allons pas nous arrêter à un disque. Nous préparons une collection de disques autour de la jeune poésie haïtienne, la poésie contemporaine haïtienne, celle qui a envie de vivre à son époque. Oui, Richard, mais moi je tiens à ma formule, parce que certains spectacles présentés par Richard Brisson offraient la surprise aux spectateurs d'un Richard Brisson presque nu sur scène. Je me souviens d'une soirée où Annecy Desroses et Yol se produisaient sur la scène du Rex Théâtre et où tu t'es présenté avec une sorte de résil d'or, ne laissant rien deviner. Non, alors écoute, ça Hein? c'était la fameuse côte de maille de Périclès. Ouais. Il faut bien collaborer avec les autres artistes. Oui, mais il faut bien aussi manifester un certain goût de la fronde, une façon d'emmerder les autres et de déranger les bien-pensants. N'est-ce pas une forme très brissonienne d'envisager l'expression poétique ou bien l'expression tout court? L'expression tout court, parce que dans la famille, tu vois, quelle que soit l'expression, nous avons été toujours un peu contestataires. Un peu frondeur, un peu passant devant les gens de bien et puis essayant quelque chose qui pourrait les choquer. Oui, c'est venu, enfin chez moi c'est venu, je crois, avec une très jolie chanson de Jacques Brel où il chante les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient con. Et que tu passes souvent à tes émissions radiophoniques. Tiens, quelle radio? Pourquoi pas? Richard Brisson, choquer les gens de bien, c'est comme pisser dans la rue. Pisser dans la rue sans être obscène, pour un homme est chose aisée. Le premier coin venu fait l'affaire.
et le tour est joué. Tout le mérite du savoir-faire revient à la paysanne qui s'accroupit, laisse tomber sa robe en abat-jour et passe le bras libre par-dessous. On imagine alors le doigt qui écarte prestement la culotte et l'on entend le jet aux prises avec l'asphalte. Ceci fait, elle se relève, gracieusement, s'il vous plaît, comme si de rien n'était. J'adore les voir faire ça. Mais il n'y a pas que choquer les bourgeois, il n'y a pas que faire la nique aux bien-pensants ou gens de bien. Il y a aussi cette volonté de dire autre chose, d'aller au-delà du dire courant. Je me souviens de Richard Brisson sur la scène du petit théâtre de l'Institut français, se démenant dans sa camisole de force avec ce journal d'un fou, une sorte d'expérience intérieure, de cheminement de l'âme, mais en même temps une performance du comédien. Il y avait comme un cri du comédien qui rejoignait le déchirant appel de l'homme vers quelque chose qui était au-delà de lui. Le texte de Gogol, dit par Richard Brisson à l'époque, lui aussi était déchirant. Mais Richard, dire une